Injure, extrait de Injure précédant un amour légendaire, nouvelle publiée aux éditions Unicité de Valérie Zabdir, lecture par Maximilien Frisch. Sombre merde, pourritures éternuées, je ne vous déteste même pas tant, je vous déteste. Sac à fientes multicolores, semblables aux yeux de vos mères, ces vieilles traînées qui vous ont chié par leurs vagins déféqués, et qui m'osent, comme des ciels de mycose et des tartares de chair rose et puante. Étrons inouïs, palabres incarnées de fesses, je vous vois plantés comme des Français merdiques, à croire que tout vous ressemble et que rien ne ressemble à la ressemblance. Les camps de concentration ne suffiraient pas, bande de ploucs atrophiés, dégueulasses, nés avec vos métiers débiles, vos femmes ignominieuses, leurs culs emplis de vos sexes sales et des cacas de toutes les couches qu'elles ont mises et retirées. Êtres humains, vous ne valez pas l'humanité qui est en vous, pareil à la chauve-souris des poètes et des marécages haletants. Gangs abrutis par l'abrutissement, salissant même la beauté des abrutis de l'abrutissement, je vous hais plus que la haine n'existe là, dans cette vasque rance qu'est ma maison, une cave pour les demeurés que vous êtes dans la séquestration de ce que vous fûtes et de ce que vous ne serez jamais. Quand je me lève, j'en dégueule, face de rats trompés par des souris mariés à des ragondins, vieux vikings vaincus par le confort des chaussures d'agents immobiliers, oh, planètes étranges, inatteignables comme vos trous de balles odorifants, salingues corrompus, je me rue moins que je ne me tue en raison de votre saloperie de médiocrité. Un exterminateur je veux être. Je me sens bien en uniforme, tirant au hasard, butant agneaux et pigeons humanoïdes. Le matin est atroce. La journée est ignoble. La soirée ne vaut rien. Vous êtes là, en bas, en haut, à droite, à gauche, incapable d'une belle fellation ou d'un détournement de mineur. Vous n'êtes pas en mesure de mourir. Votre éternité me dégoûte. Vous êtes éternel comme les déjections de vos chiens. Quand vous les promenez, vous êtes vous-même, à discuter avec le roi des croquettes et des incontinences. Quand vous faites vos courses, vous êtes vous-même, avec vos caddies improbables comme des bistrots fermés, gerbant de Boostify et de trucs amoncelés inutiles comme des gaz mortels. Pas même des parasites, des ordures spatiales, envoyées par une meute maléfique habitant au loin dans des galaxies achevées par la malédiction de respirer par les glandes pancréatiques. Je sors de chez moi, je vous observe, le dégueulis emplit ma vision. Les visions sont l'ordinaire de l'horreur. Quotidiennement, je suis dans l'obligation alimentaire de vous saluer. Dire bonjour. Qui a dit bonjour? Qui n'a pas dit bonjour? Pourquoi il n'a pas dit bonjour? Pourquoi il a dit bonjour? Qui a fait quoi? Qui a enculé qui? Vos gueules, salamandres infectes, mange excréments, soupçonneuses crottes d'éléphants qui regardent avec envie le moineau perpétrer son méfait sur un pare-brise d'un romancier roulant à 150 km/h, sans s'arrêter jamais à une station-service où vous êtes encore là, plus minable que d'habitude avec vos gamins rendant hommage à la tératologie et aux expériences des pervers. Parfois, vous me touchez, je vomis aussitôt. Quand vous me parlez, je vomis également, mais plus fortement encore. Quand vous évoquez vos vies, vos vacances, vos ambitions, vos solidarités, je vomis des heures. Vos rencontres sont des retournements d'estomac. Vous êtes des souillures et des cancrélats, pire que des rats amputés, des bestioles crevant sous les roues des engins, des putes sodomisées avec le derrière si rêche qu'on se croirait revenu au temps des craies sur le tableau de nos écoles militarisées, où la discipline était une fresque latine, ensevelie sous la boue des moralistes de gauche, plus fascinant qu'une mouche sur la scène de l'ordure, des bouts de bois enfoncés dans des rectums glauques de Romanichel. Vous êtes encore moins que ce que vous êtes, puanteur diabolique qu'un diable même n'aurait pu inventorier. Le diable ne tient qu'une brocante où votre nostalgie s'exalte comme vous êtes, comme toutes les putréfactions insensibles au futur. Si je pensais vous faire un don, je vous offrirais
mes diarrhées alcoolisées, mes paix sur le pourtour desquelles vous danseriez vous-même comme des excroissances de mes proutes, les humants pour parachever l'air irrespirable et la puanteur de n'être rien. Mes vents sont des apocalypses qui vous dynamiseront. Mon néant ne peut vous anéantir tellement vous avez disparu sous l'étreinte des effluves et de votre abjection calculée. Là, je suis maintenant dans la rue et je vous contemple. J'ai tellement expectoré que je marche tel un fantôme qui digère un vampire ruminant un silure accaparé par un canard avarié. Putain, mais vos visages! C'est incroyable! Leur opprobre! L'espèce humaine est d'une telle laideur que la moitié des animaux décédés, aussi croupis fussent-ils, ne rend pas le quart de la vérité sur la nature de la difformité anthropique. Je me tiens au mur en avançant, parfois je recule. Je suis en sueur. La peur me tenaille devant ces monstres incapables. Je vais travailler, honteux d'être sorti d'une vulve. Ils me regardent. Ils contemplent ma cravate et mes costumes chers. Leurs gueules sont des crachoirs, des bénitiers à glavio et des tinettes, dans lesquels le verbe déverser n'a aucun sens et se conjugue à tous les temps à la fois. Voici la femme mariée qui emmène son louveteau à l'école. Elle a des espérances et des varices. Elle représente les parents d'élèves et baise sans plaisir. Elle refuse qu'on lui mette un doigt dans le cul car elle a sa dignité féminine, ce petit avaloir utérin. Son mari la suit, brave clébard employé. Sa bite est toute molle de voir son tas devant lui. Il regarde des films pornographiques. Il aimerait la foutre comme un salopard, mais sa mollesse de chure l'en empêche. L'enculé est un rêve. Lui défoncer l'anus le tiraille comme sa promotion au travail. L'anus, la promotion, l'anus. C'est un dialecticien. Il aimerait qu'elle lui chie dans la bouche, mais il est un petit moré. Comme il aimerait gober sa mère de fondante, tandis que ses varices éclateraient comme un feu d'artifice. Il y aurait de la merde et du sang sur les draps. Il la regarde et pense à son caca qui serait une glace à l'italienne. Elle mettrait son anus vertical sur sa bouche entr'ouverte et là, plouf, une chiasse dans sa glotte, une chiasse au vin rosé de la veille et à la sottise du lendemain. L'apothéose serait un pissa bien orangé. Mais non, rien. Elle emmène le débile à l'école qui parlera de ses vacances, de ses cadeaux d'anniversaire. Lui poursuit son chemin devant moi, anus, anal, rectal, déféquant. Dans l'ascenseur, il sera poli, juste rebuté par les varices violettes de sa pute non prostituée. Mais vas-y, du blaireau! Prends-la dans le derrière qu'elle gueule une fois dans sa vie de salissure et de diète, de grosses vislardes d'épinards et de produits bio, de dégénérés aux idées sociales, les pauvres, la sécurité sociale, les plages pour tous et toute cette confiture périmée de losers insatiables. Prends-la! Tu auras un peu d'étron sur ton orifice urogénital et tu trouveras ta caravane élégante. Je rampe quasiment. J'ai des frissons tellement je suis mal. L'odeur humaine me désarçonne. Je tombe sur un groupe d'adolescents. Ce n'est pas vrai. La jeunesse est d'une telle disgrâce que la hideur en devient presque un joyau. Toujours en groupe, les adolescents, déjà puants comme leurs parents gerbants et gerbés, croient en leur avenir, cette poufiasse au sein chromé de pu. Ils sont encore plus bêtes qu'ils ne sont vilains. Les filles rient comme des guenons pathétiques, prises au lasso anticipé de leur hallux, valgus et de leurs tripes remuées par des aisettes calibrées à l'instar des tatouages qu'elles transportent dans leur système neuronal, réduits aux acquets, caquetant en employés de bureau, gamins accrochés déjà aux lèvres pendantes. Leurs seins sont d'autres singes. Et les garçons, leurs couilles qui gigotent sous leurs paupières inférieures, pauvres diables dédiabolisés. Le synonyme est un chariot sur lequel on transporte des trucs venus de Chine.
enfants meurtris par l'insignifiance congénitale et l'imprudente sauvagerie du néant qui remue les lits aux ressorts détendus. Les jeunes sont d'incroyables vermines cumulant l'avantage de l'ignominie et la présomption de la flétrissure. Quand je me promène dans Paris, cet étrange étron débarqué par des charretiers édentés et dont les sexes n'ont jamais été lavés, mon ombre m'effraie tellement qu'une biture passerait pour un modèle poétique. Paris est la reine de la colique. Nouvelle colchique calcinée dont aucun alexandrin futur ne voudra plus. J'avance dans la rue de Bagnolet. Le ciel est une cirrhose bien rouge, comme un vieux baratin. Je croise des bourgeois bohèmes, plus infects encore que les jeunes banlieusards vautrés dans leurs glandes, leur paresse toxicomane et leurs idées sur les conflits dans le monde. Les bobos, je les hais d'une haine inexpugnable, comme une verrue ouvrière ou une hémorroïde qui ressemble à une bouche d'ironiste ou de clown. Là, quand je les dépasse sur le trottoir de la rue descendante, tandis que les autobus me distancent comme une main après avoir reniflé un paix dans sa paume, j'aimerais les embrocher, comme le comte Dracula, fils de dragon, empaleur en chef, Vlad III, mon père bien-aimé, les saigner comme des porcs, mais surtout les faire souffrir, pour qu'ils arrêtent de me parler des méfaits des énergies fossiles, du tabac et de l'armagnac, des haricots verts cueillis à la main par des prolétaires gantés et des pommes biscornues comme leurs apologies des rivières. J'aimerais les plonger dans des sacs poubelles pleins de mes détritus non triés, de mes slips répugnants dus aux sodomies que je pratique quand mon épouse me demande de l'insulter de salope. Que cela fait du bien, l'absence de respect et un sexe tout dur planté dans un cul féminin. Peut-être faut-il tous les enculer, ces débiles déshumanisés. Allons-y, ma femme, enculons-les avec des bouteilles recyclées comme des vices aspergés par la démence d'être malhonnêtes, de pourrir les bas-côtés des routes, de faire schlinguer les caniveaux des cités et leurs gueules de macaques guindés, purulents, infâmes, qui ne reprennent jamais un verre de peur d'être ivres. Leur ivresse est notre ennui, leur ennui vos condamnations à mort. Je préfère être irradié par toutes les centrales nucléaires explosées ou pas que m'asseoir à leur table avec leurs quilles de rouge pour 15, leurs tartes aux poireaux maison qui vous font aimer le saucisson à l'ail sous plastique, leurs nanas dont les yeux miment mes étrons quand j'ai trop bu de vin rosé pas frais, diantre, leurs nanas. Jamais un porte-jartel, jamais une bite en plastique dans le troufion, car une dans le vagin, c'est déjà trop. Elles n'avalent pas le sperme si on n'a pas mangé leur tarte aux poireaux, ou si on ne défend pas les intermittents du spectacle, ces raclures de tinettes urinées par des incontinents et des malades du foie. Leurs nanas ne méritent pas même un viol, avec la queue molle de leurs jambes sans muscles et leur tête martyrisée par des casques quand elles font du vélo. Faire de la bicyclette avec un casque et c'est moi le malade et le dérangé? Les vieilles truies qui courent toutes maquillées et pimpantes au bois de Vincennes ont plus de dignité quand elles parlent avec leurs chiens. Ces trucs ignobles que le dieu Boulette a distingués. Je préfère sodomiser une septuagénaire botoxée qu'une femme qui jacte de tri sélectif ou prend un air profond pour évacuer son idée de l'avenir. L'évacuation est une idée à la mode qui ne sent guère la rose, tandis que le réséda se meurt, ou du moins se fige, en 1000 fleurs absurdes, comme des poireaux découpés. Ils sont bien sûr laids et tristes, mais surtout ennuyeux comme pas possible. Un repas avec eux vous constipe pour plusieurs semaines. Tout est convenu comme une nappe blanche, pas un mot au-dessus de l'autre, pas d'ivrognerie, pas de verges pendantes dans les flûtes de champagne, pas de vomissures sur le tapis fait main, mais le plaid péruvien fétide sur le canapé, les légumes frais sans gras, les sourcils rehaussés quand on demande un second verre de vin, le faux antiracisme à outrance tant qu'on n'y croit pas, et les moustaches féminines, les poils au tibia formant des chaussettes nauséabondes, la chatte non épilée si bien
qu'on ne sait plus à qui sert la caisse du chat. L'absence d'esprit partisan et méchant, le fanatisme des limaces réprimandées d'avance lorsqu'elles osent représenter la Terre comme une bouse spatiale. Si le blasphème, qui n'existe pas, est une esthétique, la morale est toujours un diurétique. Je suis pour le réchauffement climatique. Qu'ils succombent tous sous la chaleur. Ils en voulaient du soleil, des espadrilles héliotropiques et des congés infinis. Là, avançant dans ces squares parisiens, assombris par des cumulus de rats volants que sont les pigeons, sans silence, car il y a toujours un clochard qui hurle, un quémandeur qui éduque ses enfants en leur faisant classe la main tendue, des hommes et des femmes de droite, éventrant des étrangers courageux pour faire de leurs viscères des serre-têtes, des cravates douteuses et des ceintures qui ne serviront jamais dans une soirée sadomasochiste. Des Français natifs, accouchant des immobilismes et des cajots de sornettes comme d'autres voyagent sur des radeaux de fortune, franchissant monts, mer, mare, pour tomber nez à nez sur ces faciès Camus, ahuris, yeux jaunes vaincus d'anisette et de salariat, vacanciers énigmatiques de leur propre néant anéanti. Là, dis-je, je suis stupéfait par ma timidité vis-à-vis de l'aigreur et de la détestation. Parfois, un miracle tourne le pâté de maison. Une paire de jambes musculeuses, âpre au sport et à la danse, miroir du dégoût des autres tant elle est superbe, extravagante dans sa solennité splendide. Puis, rien. La paire de jambes se retourne, voyant qu'on l'a vu, patatras, c'est un visage de girafe avec des yeux mathématiques de coléoptère vides, épouvantablement inoccupés par le tournoiement des iris sur leur fonction physiologique, avec toujours un mouchoir à portée de l'œil pour paraître réfléchi. Les êtres humains se regardent, vacants comme des testicules sur la vasque d'un évier lorsque la lésine n'arrive pas même à vous faire lever la cuvette des toilettes. Ils sont vils, car ils sont les seuls à s'apitoyer sur eux-mêmes. Les arts, des documentaires animaliers. Les théâtres, des documentaires animaliers. Les livres, des documentaires animaliers. Dieu existe évidemment, sinon qui étudierait ces impudiques documentaires? S'il n'existe pas, que signifie tout cet archivage? Les promeneurs sont des naturalistes. Je me promène comme un naturaliste, contemplant cette race étrangère qui me fonde et me confond, brûlant de les asphyxier dans la glu comme je le faisais pour les fourmis lorsque j'étais enfant. Qu'y a-t-il de plus sadique? Vivre avec eux? Souffrir contre eux? Ou les faire crever autant qu'il est possible d'en tuer? Quelle est la raison qui nous interdit de les exterminer? Ces traités de morale contre les dictateurs, les chenapans, les déséquilibrés sont tellement avariés qu'ils ne prennent plus même en compte la parasitologie par laquelle on sait que toutes les époques se valent et qu'elles ne valent rien. J'en appelle au typhus, à la peste, au choléra, à l'extinction anticipée du soleil, aux géantes rouges martyrisant des pans de galaxies, aux déesses des calamités et des terreurs devant la faiblesse des pires sanguinaires androïdes, non pour sauver cette chiure d'astre éteint qui peut rendre l'âme avec toutes les abjections biologiques qu'elle contient, mais pour faire silence, enfin. Entendre enfin un tendre couper, et ne plus jaillir, ne plus courir, ne plus prendre de congé, se démettre de la prétention au pathos, ne plus aimer, ne plus même haïr, ne plus avoir jamais la possibilité de rompre le silence. Il ne doit plus y avoir de théorie contre les acouphènes et l'appareillage. Tout doit cesser. L'oreille devra être le dernier organe et disparaître à son tour.
Alors que je me complais sur le sentier des dévastations, m'attendrissant au contact des couteaux de boucher, des bombes incendiaires et des typhons polyvalents, deux jeunes hommes m'accostent avec leur tête de pine à se déféquer dessus. Leur slogan pour une cause quelconque, bien pleurnicharde et cataclysmique, me chauffe tant que toutes les vapeurs de l'ancien régime se concentrent sur mon cortex. Ah, ces branles coquins, ces mirebalais émasculés brandissant leur volonté lacrymale comme un substitut d'érection. Coiffés, à la va comme je te pousse, ébouriffés à la mort moelle-neu, prétextant leur jeunesse pour clamer leur insignifiance. Débusquant chez le quidam la part consultative de soi-même pour honorer l'exiguïté des étroitesses mortifères, enjoué, niais, accablant, me demande une pièce, un chèque ou juste un sourire. C'en est trop, maelstrom de larves empapaoutés par des vers, ombiliques sectionnés de la tête aux pieds dont on ne pourrait tirer 500 grammes de substance si on les faisait mijoter 2 jours. Polichinelles glabres puant le dessous de verre et les patins d'antan, ombre de l'ombre des ombres de l'honneur et de la hardiesse, fils de faquin et de fade lécheuse de gland, vous êtes la quintessence du panari, monté sur un panari, haché par un bubon et la bave de comédien du droit. Allez vous faire mettre. Je beugle dans la rue, les passants stoppent, les voitures se figent. Allez vous beurrer l'arrêt et roulez serré vos slogans caoutchouteux pour vous les intromettre dans le fondement. Vous êtes des filaments de ma propre excrétion, même pas à la hauteur de la polysémie des postillons que vous émettez et qui courent Paris comme des ondes nauséabondes. Je dégueule cette constipation du bonheur et cette manie du bien qui, à l'instar d'un psoriasis encombrant, colonise tout et n'a pas de remède hormis la peur de soi-même lorsqu'on pratique les au-delà de tout. Comment des parents ont-ils pu chier de tels monstres ? Comment les embrasser ou même les scruter avec leurs tracts et leurs égouts de spéculation empruntés à la flemme la plus grossière ? Toutes les fleurs se fanent à leur allure de cornichons et d'anarchistes analphabètes. Je ne pensais pas mériter l'opprobre de leurs interpellations. En raison de mes cris, les foules ahuries se massent sur le sentier que j'escamote de mes imprécations et évidemment, elles opinent en faveur des jeunesses studieuses, spumescentes et débilitées par la vertu si gracieuse qui avalise l'équivalence des cerveaux. Clopin, je me retire, comme une moisissure sous l'effet des sèche-cheveux, virulent de sentiments sensationnels, d'abnégation, de clémence et de charité, cette trinité en forme de trognon de fruits blettes. Puis, tout s'arrête. Plus de gênements d'hydrocéphales qui infusent dans leur potée neuronale, plus de crissements de dents. Le silence est enfin cette putain recluse au fond de sa tanière, privée des attributs virils et des automates de la crucifixion vaginale. Je suis enfin cette vieille putain, effroyable, malmenée par le souvenir de ces débauches où l'abjection est débaptisée pour laisser la place à la mesquinerie théâtrale, celle qui s'assoupit sur le divan des concupiscences rapiécées. Mon silence est un lingot de suppuration vermillon et fade, car il s'apparente à un mauvais silence. Ce silence réprobateur des écoles enfantines et des devoirs incompris, des baisers visqueux de vieux et de la tendresse sans affection des mères. Ce silence est un faux prophète, mais présage de l'inutilité des aberrations artistiques et de l'étoile montante des néants de vie, recroquevillée sur la seule apparence de la longévité et de l'endurance. L'intensité est le sourire en coin de ce silence qui fuit au loin. Elle se transforme sous nos yeux en ressentiment et haine de soi. Je m'assieds sur un banc, mort de rien, sans soif, comme une anticipation de la cendre qui m'est comme un animateur de colonie de vacances. Des mouchetures humaines passent devant mes jambes étendues.
mes chaussures m'écœurent car je sais qu'elles recouvrent mes pieds, ces organes indomptables de l'animalité. Comme j'aimerais ne plus avoir de pieds, de mains, de poils sur le pavillon des oreilles, de lèvres humidifiées naturellement. Oh, la nature, c'est vraiment la gerbe. Tout ce qui nous raccroche à elle nous enlaidit. La nature est même un prétexte pour la laideur, une sorte de prête-nom pour la disgrâce, comme un tueur à gages pour les coups tordus. Là, en direct du banc où je repose dans ce square chétif à l'allure énigmatique de gardien de camp et de footballeur amateur, je me prends à maudire la nature et ses caporaux répandus dans l'univers. Partout, cette vie difforme, hideuse, bestiale au sens propre, mimant sa propre réussite dans la mièvrerie de sa bestialité, énucléée et en même temps parcellaire, agile comme une thrombose, chiquant du lupanar pour se démultiplier, édifie l'orgie sans plaisir et dénie la responsabilité pour l'obturation ravie d'elle-même. Voir un pigeon picorer un vieux crouton de pain me retourne le cœur. Et ses jambes qui se soulèvent, ses mollets qui gigotent, ses pieds qui se tendent vers l'indistinction du pas suivant, ses affairements sans but, ses finalités d'où les trajectoires sont abstraites, forment autant de violence émétique. Mais qu'est-ce que vomir? Scientifiquement, le vomissement est le rejet actif par la bouche d'une partie du contenu de l'estomac. C'est une action protectrice de l'organisme qui a pour but de protéger ce dernier contre l'ingestion de substances toxiques. Le mécanisme du vomissement est essentiellement d'origine centrale. Dans le tronc cérébral se trouve le centre du vomissement, recevant des informations du cortex, de la pression des ventricules cérébraux, des viscères et d'une zone de chimiorécepteurs. Il envoie des efférences vers le tube digestif, plus particulièrement vers le duodénum. Le vomissement est un réflexe viscéral qui est intégré dans le bulbe rachidien au niveau du centre émétique ou centre du vomissement, de la formation réticulée. En premier lieu, le réflexe provoque une salivation et une sensation de nausée. Ensuite, un mouvement antipéristaltique provoque le reflux du contenu de l'intestin grêle proximal dans l'estomac. Lorsque le sujet est conscient, un réflexe ferme la glotte et bloque les voies aériennes supérieures, empêchant que les vomissements soient aspirés dans la trachée. Les muscles de la paroi abdominale se contractent, tandis que la cage thoracique est maintenue immobile et la pression intra-abdominale augmente. Enfin, le sphincter œsophagien inférieur, cardia et œsophage entier se relâche et le contenu gastrique est expulsé. Poétiquement, vomir est un don angoissant qui conduit l'individu à détester sa supériorité, à vociférer contre la honte d'être lui-même, vomissant, aguerri et fier d'être l'étendard de toutes les injures. Presque tout me donne envie de vomir en jet continu. Tout est tellement vulgaire. Je reprends mon chemin en zigzagant entre les écologistes, les femmes au foyer mais qui ont un diplôme universitaire, les messieurs cravatés, les jeunes puant la vaseline tant ils semblent sortis d'un rectum gigantesque et perpétuellement béant. J'entre dans un magasin à 2 pas du square où la clochardisation du sens m'a estomaqué et où j'ai vu dans les yeux bovins des bien-pensants dont l'orthodoxie exubérante rempile en permanence des cordes de pendus sous le vernis à ongles et l'allure compatissante. Le lynchage sort d'un institut de beauté installé sur une tribune de football au-dessus de laquelle bêle une déclaration juridique valorisant l'instinct grégaire. La mode est de nouveau au patin pour cirer le plancher des vaches. Je fouine dans les rayons. Je n'ai envie de rien. Un achat me fout hors de moi. Je n'ai plus besoin de rien.
Je regarde tout ce peuple branloché par l'envie de conquérir une sandale, de coloniser un autre sous-vêtement comme si la lumière de la lune en dépendait. Les mêmes qui mouspillaient dehors sont là, à dégueuler. Ils ne peuvent plus dégainer. Alors, ce sont les aventuriers du cintre et les condottières du slip de bain. Paris est devenu une belle salope. Vacharde, où les bons sentiments officient comme des escalators déplaçant les neurones sans aucun effort. Comment dit-on belle salope en 2020 ? Le vocabulaire n'est plus qu'un auguste trompe-l'œil habillé par une pyrotechnie pour chien d'aveugle. Le magasin s'enfuit. Je passe le pont Charles de Gaulle. Les ponts, cela ne devrait pas exister. Chacun resterait ainsi sur sa rive, à se balancer des ordures et des pleins cajots d'aliments abîmés. L'image du pont qui relie est une abjection. C'est comme quand vous rentrez dans un pavillon. Vous avez l'impression que quelqu'un vous a fait caca dans la bouche. En passant, je croise des militaires. Oh, quel beau rosier! Je déteste les clochards. L'apologie distancée des migrants et des Français, mais l'armée, bon sang. Aux 3 jours, à Vincennes, nous étions 200 puceaux assemblés dans un amphithéâtre. La France, vue de près, cela a tout l'air d'un trou de balle en train de pousser. Un colonel faisait le speech d'usage. Un type, dont on aurait mieux fait d'abréger les souffrances, somnolait. Et cela durant toute la durée du discours. La syntaxe saxophonée du képi. Au bout d'une demi-heure de clairon, presque sans morphème ni phonème, le colonel demanda si nous avions des questions, si des questions nous venaient à l'esprit. Le gars, somnolent, qui ne jouait nullement la comédie, sa face d'extrême abruti le prouvait, lève la main et dit « Êtes-vous marié ?» déclenchant l'hilarité générale. Cela reste pour moi la définition même des relations sociales. Avec dégoût, je franchis le pont, observant la horde de tarés avec ses valises à roulettes qui se dirigent vers la gare d'Austerlitz. Le vacarme sur le parapet et la mythonymie de cette absence de pudeur. Tout fait du bruit. Tout chie de la note. Je les dissèque. Ils partent en séjour, en week-end ou à la campagne. Bordel de putain de merde, enflure sophistiquée, baromètre à l'envers de votre propre putasserie. Pourquoi bougez-vous ? Là, sur le pont, vautré sur mon propre désarroi d'être avec eux, dans leur sillage dégueulasse. Je revois l'enluminure ornant les chroniques de Jean Froissart du XVe siècle. Je revois nettement cet enculé de Gaston Phébus et cette brêle de Jean de Grailly charger les Jacques et les Parisiens, ces mouches à merde de la révolte qui tentent de prendre la forteresse du marché de Meaux où est retranchée la famille du dauphin. Le 9 juin 1358. Ah, quel pied de tous les foutre à la baille avec leurs valises, leurs billets torche-cul de train, leur gueule d'infect macro, argotique et maritime. Englouti par cette scène putride, avec ses 1000 courants comme 1000 pendaisons secrètes, bouffés par des silures, ces léviathans à 2 balles, capables d'ingérer leur mère, mais aussi cette sombre étoffe de Parisiens, Parisiennes pourtant imbouffables, imbitables, toujours au-dessus de l'en-deçà. Je suis sur l'une des tourelles, tirant à l'arbalète sur ce tripot de connards. Joyeux, effervescent, foldingue, fou allié, et je ris de leur épouvante. Mais tout le monde y passe, les vilains comme les seigneurs. Je veux une scène rouge, violée de toutes parts, des yeux arrachés, flottant comme des poissons dans cet aquarium hideux. Aucun n'atteindra la gare, aucun ne mettra les pieds hors de Paris. Qu'ils explosent tous, ces satanés petits riens, dont la vie n'a jamais été le fort, sans panache, sans ardeur, juste bon à rigoler. Je vais leur faire passer le goût de se payer une bonne tranche. J'arrive au jardin des plantes, couvert de sang,
haletants, harpies des harpies, monstres des monstres, parrains des parrains, et je me sens innocent comme jamais d'avoir débarrassé la terre, un bout de terre, de cette potée d'ordures. Et là, évidemment, devant les cages ignobles qui rappellent l'ignominie générale, fédéralisant toutes les pourritures et les humus humains, mes frères d'armes, mes chers animaux plus interloqués qu'un homme en prière, je rencontre de nouveau des chipoteurs de tracts. Cette fois, ce n'est pas pour défendre la chiasse humanitaire, la cause des pédérastes ou l'amour de la France ou une autre faribole décousue, recousue par un prêtre, un imam, un communiste, un libéral, un rabbin, un patriotard qui tricolorise ou des merdes équivalentes, lentes, très lentes et sans espérance violente. Non, en ce moment précis où les cris des animaux me foudroient, je hais les animaux, mais plus encore les bestiaux qui les embastillent. Il y a des aprosopos, des sans-visages, qui discutent politique et veulent nous embarquer dans leur barque sans sirène, sans Ulysse, sans rien qui vaille de pousser la rame. La politique. Y a-t-il un truc plus vulgaire sur cet étron galactique? Peut-être le phallus pendant d'un octogénaire, ou le con défoncé d'une femme par un concombre vu aux urgences racontant qu'elle s'est assise dessus involontairement et qu'il s'y est déployé comme une maladie sexuellement transmissible. Avez-vous déjà vu un visage ravagé par la syphilis? Mais Dieu tout-puissant, diable infini, dieux grecs et latins, regardez-moi cela, cette friture politisée, à faire vomir un caniveau qui aurait folâtré avec un égout dont la marraine ressemblerait à un cloaque immunisé par un embranchement dans le derrière de tous les diarrhéiques portant un nœud papillon, car il y a aussi un snobisme de la selle. J'entends le lugubre chant d'un singe prisonnier. Mes tripes tombent dans la verdure de leur rancune, comme je les comprends. J'ai mal. Leur cri est un honneur. Et voici qu'un homme s'approche, tract sous le coude, le slogan baveux, déshumanisé par ses formules et son écume lipue, partisan de la pègre des sous-hommes, pour me dire « Pour qui voter ?» Mes pauvres merdes subséquentes, indéfinies, décannibalisées, furtives, exécrées, ne vois-tu pas ma souffrance immonde d'être là, hors de la geôle? Taré dément, sous-officier de ta propre merdoyance virevoltante dont le vocabulaire se limite à mettre en ordre la consonne dédoublée C et la voyelle multipliée A, te conchier ne suffit pas. Il faudrait que je te mange et je te chie, que je mange ma merde et que je te chie de rechef jusqu'à ce que tu disparaisses complètement, ne laissant pas même une molécule fécale derrière ce que l'on peut même pas appeler toi. Il m'arrête, l'espion de ses propres orteils. Et moi, timide, échaudé par la démonstration de cette timidité, par ma sensibilité, la délicatesse me perd, c'est un gouffre au fond duquel mes tendresses les plus profondes rient de m'y retrouver, comme ces bêtes, dans leurs ergastules yeutés. Il tend un prospectus sur lequel j'apprends que la liste électorale qu'il promeut souhaite supprimer les raviolis en boîte, les avions et le sopalin. Le nigo m'indique également qu'il ne mange pas d'avocat en provenance d'Israël. Bref, qu'il a transformé son antisémitisme en cause potagère. Au moment où il va évoquer sa passion pour les soupes aux légumes bio, je lui flanque un coup de poing dans le nez que je fracture dans un mouvement sympathique. Parfois, pour montrer qu'on est encore humain, il faut blesser. Sinon, on se réfugierait dans le nihilisme et le déni des autres. Casser un nez, c'est toujours s'intéresser. Le jour où les industriels ne fabriqueront plus de papier toilette, qui aura encore envie de dépoter?
Cette tafiole monogène, maquée à une traînée non dévergondée, et ses deux avilimômes, se vautre à terre, remuant comme un verre sectionné, putride comme une caisse noire. Sa morue se rue sur moi, je lui allonge une baffe et lui détruis également le nez et un bout d'arcade sourcilière. Les deux adolescents, protecteurs de darons, fans inutiles, me menacent de toute leur peur. J'hurle, et alors la dodécaphonie des orang-outans, des gorilles, des chimpanzés, suivis par l'orchestre de chambre des ouistitis et le barou d'honneur de tous les ennemis des hommes m'emplissent d'une telle haine que je me transforme en Achille pourchassant Hector sous les murailles de Troie. Ma fureur est telle que les deux abrisseaux s'ensevelissent dans leurs propres culottes, délaissant les strapontins parentaux, vermeils pataugeant dans l'exécration de mon exaltation criminelle. Tous les témoins de la scène sont paralysés, c'est d'ailleurs le propre des témoins. Ils sont beaux, les Français. Tout péteux devant la violence, la guerre, la menace, l'horreur, la tuerie. Putain de putasserie, mais quel peuple de chieurs inondés de leur propre ordure, et cela a découvert des planètes, des continents, des astres merveilleux. Il faut que la justice de Dieu soit énorme comme sa miséricorde. Or, la justice envers les réprouvés est moins énorme et doit moins choquer que la miséricorde envers les élus. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas tous allemand. On a perdu toutes les guerres. La guerre est pourtant la seule langue poétique, si loin de l'art, de l'ennui de la soupe au grand sifflement de gamelle et de la dyspepsie. Je refile ma tatane dans le tarin des deux militants aplatis pendant que leur progéniture évanescente décongèle, en fuyant des boudins qu'il avait fourrés au tréfonds de leurs fondements gluants. Là, huilé de haine, je redécouvre, en tabassant ces amoureux de la paix, du navet rabougri et de la déculottée infinie, le bonheur d'avoir un ennemi. Quelle force donne l'adversité! En terminer avec la faiblesse d'être intolérant avec sa force et son déclassement sanguinaire est la plus belle chose qui puisse arriver à une civilisation. Et, à cet instant, auprès de ces deux omelettes sanguinolentes, ces deux vergers sans testicules, je sens qu'il faut raser Paris, cette maquerelle qui fait depuis 1000 ans l'année de trop. Tapiner n'a pas que des avantages. Parisienner non plus. Crève, Paname! Crève, la France essorillée! Elle a toujours été une catin au bras des religieux. En réalité, elle n'arrive pas à être une vraie pute, sans morale. Il lui faut des catholiques, des communistes, des musulmans, des croyants de l'air de rien et des mystiques du poireau vinaigrette. Elle aime la merde en branche comme Popeye, sauf que ses bras ont l'allure de mollets d'alcoolique. Désormais, nous vivons tous sous les ponts, le duvet puant sous la narine et nous pensons découvrir le caviar à chaque flatulence. Au moins, les clochards ratifient la violence, c'est un bel atout. J'entends une sirène de police. Un des courageux Français, refuge des tout-papiers, a dû appeler le sergent de ville. Je déguerpis en menaçant de mort tous les spectateurs qui quittent les gradins avec remords car leur vie putride les attend. On dirait des champignons qui se meuvent, des amadouviers ou des tramettes. Des morceaux de couilles déposés sur un peuplier pour faire une table basse sur laquelle des anisettes fouinent l'odeur désorientée de l'aventure et du massacre de masse. Un peuple qui ne pense pas possible de temps à autre qu'il faut exterminer son voisin ne mérite plus d'apparaître sur le planisphère. Les singes me voient m'éloigner dans le tumulte de mes pénombres et de mes incertitudes relatives au degré de crasse abjecte qu'il est nécessaire pour obtenir une crasse chimiquement pure, à partir de laquelle le poisseux devient un falbala ou un rat éventré sous le ventre d'une voiture. En repensant à notre indignité et à l'absence de gomme à effacer l'immondice humaine, je me rassérène à l'idée que notre planète, cet étron galactique, était purement provinciale et qu'elle n'intéressait que nous. Quel soulagement!
Mais quelle horreur également de spéculer sur la possibilité que nous puissions un jour aller nous vider sur d'autres astéroïdes par le truchement de vaisseaux superpuissants qui enrayeraient notre inéluctable affaissement chiasseux et chiatique. Je repasse devant la gare d'Austerlitz, croisant les mêmes tronches de cake à roulettes qu'à l'aller, subclaquant d'une vitalité mimant l'éboulis, avec des visages comme des crachoirs, des mimiques plastronnées et ces allures fières d'être sans objet. Je marche sur le quai de Seine, enfin libéré des bouquinistes, ces vieilles pantoufles aux airs de fond de culotte habilitant la litose. Les marchands de livres sont à vomir. Rendre et se rendre s'équivalent chez eux. Ces ouvreurs de carton aux gueules alcooliques qui vous regardent comme s'ils avaient compris quelque chose au monde souterrain de la mercerie représentent la sous-humanité de notre infra-humanité. Quand une librairie ferme, je fais la nouba. Quand un bouquiniste cesse son activité, l'originalité cingle dans les bois profonds des inventeurs. Regardez leurs vitrines. Toujours les mêmes ventosités alignées, les mêmes bouses sur lesquelles on saute à cloche-pied comme au jeu de Marelle, les mêmes professeurs de français qui n'en finissent jamais de dompter leurs congés et d'ensauvager leur durillon. Un libraire, c'est un peu moins qu'un homme, beaucoup moins qu'une tringle. Entrez dans un de ces lieux putrides, il y a toujours un homme à chignon pour vous expliquer ses coups de cœur. Toujours un crâne rasé pour dénicher l'écrivaillon d'extrême droite dont le seul mérite est de dire merde à ceux qui disent merci. Toujours la bonne femme qui pratique l'art d'être tatouée car c'est le reflet de son âme. J'en ai froid dans le dos. Et cette atmosphère compassée des églises aux cuisses refermées, ces vieux puceaux qui s'extasient devant le énième haïku à fourbir le duo des noms, ces ménopausées à lunettes et chevelures égrenées qui tournicotent de théâtre en performance que l'oubli fomente comme un crime neurasthénique rouspétant quand les enfants s'étrient dans leurs rayons. Gueulez, cher bambin, faites fuir ces morts vivants pour qui l'enterrement ne servirait pas même de leçon. Mes garnements chéris, faites que vos cris aient l'effet de la chaux vive et de l'acide chlorhydrique sur ces hyènes trop averties, trop savamment lymphatiques. Transformez-les par votre angélique désordre en partouzards, qu'ils se lèchent le soubassement et que les livres servent enfin de litière de débauche. J'imagine la scène. Des livres éparpillés, formant matelas et sommiers, sur fond de quintette à flûte. Les jambes flasques des lecteurs sur les mollets fluorescents de varices des lectrices. Des bouches adipeuses sur des seins en gants de toilette, des mèches fines, incapables de percer l'aubier vaginal, la maladresse des fesses ruisselant de cellulite ivoire saliente aux rosacées ingénieuses des philosophes de droite, le pénis antisémite des maurassiens ziotant l'anémone molle des sphincters, le cul de plomb des hagiographes guignant la fosse iliaque des poétesses sans vers, bref, tout un dévergondage sans érotisme. Quelle serait belle cette marée avec cette odeur excrémentielle, propre aux sodomies mal préparées et sombrement affûtées par des queues molles. Je descends sur les quais aménagés, le renvoi à portée de langue et là c'est reparti. Je zigzague entre les joggeurs qui feraient mieux de s'empapaouter, les trottinettes qui ne trottent plus trop et les jeunes plus tatoués qu'un détenu. J'ai enfin une vision de rêve. Je me souviens d'une promenade avec ma fiancée où nous avions croisé à 2 reprises un nain noir sur les berges de Seine. Elle m'avait alors parlé d'un type, d'un nain noir de télévision se faisant appeler Jean Coucou. Cet énergumène était un des héros d'une série pour adolescents. Et parallèlement, il tournait des films pornographiques dont le plus célèbre restait un nain assoiffé de perversité. Comble des hasards, cette poutre incandescente des conjectures.
En remontant sur le Marais, nous tombâmes nez à nez avec une affiche placardée dudit film dans la vitrine d'un brocanteur. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, l'histoire de la beauté avait trouvé sa conclusion. Nous avions vu défiler 3 improbabilités, l'improbabilité et la révérence de la splendeur. 1. Nous avions croisé un nain noir. 2. Nous avions parlé de Jiang Coucou. 3. Nous avions vu l'affiche éponyme de son œuvre cinématographique. Le hasard n'étant que la salutation des malentendus, il m'apparaissait indéniable que ma fiancée était la femme de ma vie. Au vu des circonstances, cela ne m'empêchait pas de l'imaginer se faire prendre par le pygmée et sa queue monstrueuse. Je la voyais là, très formellement, sucer le gland du nabot qui la retournait pour la sodomiser sauvagement. Je l'entendais hurler de plaisir alors que je flânais encore dans un désordre cérébral extrême. Je savais qu'elle ambitionnait une partie fine, qu'elle avait la fantaisie du sexe en groupe, en grappe, en jartelle, avec des nains, des handicapés, peut-être, ou même des animaux. Elle ne pouvait pas être flétrie, elle aurait bâti un rugbyman avec un lilliputien. Le sperme en chute dans sa bouche admirable ne salissait pas ses fantasmes. Toujours en avance d'un métro de retard, je visionnais son anus dilaté et sa bouche blanchie par la semence à la chaîne, une dizaine de nains attendant leur tour. Jiang Coucou la ravageait nettement, faisant de ses orifices des béances liquides, et ce pleutre n'arrivait pas à l'attacher en dépit de sa demande répétée. Elle clamait « Je veux du nain, du nain, du nain !» comme une folle. « J'adore les nains !» gueulait-elle, et je commençais à avoir un léger doute quant à la nature de nos relations. Bandant légèrement après cette tendre évocation, je repris la voie sur berge en sens inverse et tombai à quelques pas de là, en remontant les escaliers, sur un marché populaire. C'était ce type de marché sur lesquels les poissonniers sortent de prison alors que leurs poissons resquient la fraîcheur. On les dirait sortis d'une cuve à garum. La puanteur exhale de leurs branchies et leurs yeux exténuent la mort comme la pensée échappe aux citoyens. Le poisson recouvre le poireau, le poisson embaume les fruits exotiques, le poisson flirte avec sa carcasse à nu dans un climat de lunettes arrière de véhicule sous un cagnard du diable. Le poisson monte aux étages haussmanniens comme des étudiants sans le sou. Le poisson trône dans l'égout de sa saveur. Les étals fraternels sursoient à leur indignation devant une telle hégémonie et s'imprègnent de cette mycose d'écailles. L'odeur est insoutenable. On se croirait dans les vestiaires d'un hôtel montagnard quand chacun ôte ses chaussures de ski alpin après une journée de remontée mécanique. Tout ressemble toujours à ça. Les poissons aussi ont l'air en vacances, mal fagotés à l'instar des touristes tristes, comme des enfants qu'on oblige à s'amuser sur des pentes enneigées. M'enfonçant dans cette tourbe, je perçois une guérilla de sabyres, des visages à épouvanter, des gueules cassées, tout un monde de larbins princiers et de femmes voilées avec des chaussures trop grandes ou des vêtements de contrebande. On entend les béliers de démolition qui fracassent les taudis pour faire place à des hôtels ressemblant à des hôtels et des immeubles de bureaux avec un pelage lustré de fenêtres. Et de nouveau, les souvenirs affluent comme s'ils étaient des boucliers devant tant de corruption. Pourtant, ils ne sont pas jobards. Je me revois avec Mousse, Fred et les autres gardements, toujours à l'affût d'un rien qui nous délivrerait de la mélancolie adolescente. Notre quartier était d'une tristesse paléolithique. Les gens n'étaient pas vraiment vivants, plutôt des fossiles en mouvement, des aberrations biologiques. C'étaient nos parents, plus morts que vifs, une parenté stupéfiante avec les poissons du marché. Avec Mousse, nous traînions des heures d'un banc au centre commercial, du centre commercial à une ruelle obstruée de caddies que des mômes plus désœuvrés que nous, saccagés ou brûlés, juste parce qu'ils n'avaient pas trouvé un chat à la queue duquel mettre le feu. Nous étions aussi vides que nous-mêmes, ne sachant pas que nous l'étions. Les injures viennent toujours de l'adolescence. Elles nous remettent à notre place, celle que nous aurions souhaitée ou prise en attendant mieux. Les caddies me frayaient un chemin dans la foule fautive de n'être qu'additionnels.
Près du rempailleur, à côté du marchand de tapis en solde, j'aperçus 2 journalistes. C'est putaclic. Rien de pire que ces salopards, ignares, lâches, paresseux, incultes. On dirait des poignées d'amour arrachées aux flancs des trisomiques. La troupe de choc des appareillés du cerveau faisait un reportage sur ce qu'elle connaissait le moins, c'est-à-dire à peu près tout. Plus illettré qu'un journaliste, pas possible. N'importe quel marchand de 4 saisons formule. Un journaliste, cela colporte. Heureusement qu'il reste un instinct chez les pauvres. Un journaliste est toujours mal accueilli dans les quartiers populaires. C'est un signe de vitalité des bas-fonds. Je dépasse le marché d'Aligre et remonte vers Belleville et Ménilmontant, passant sous les enseignes merdiques du gibier de Potence, des manucures, des coiffeurs et des blettes à 10 € le kilogramme. Mais troufions de la vétille, combien avez-vous de paires de mains et d'ongles? Et tous ces coiffeurs calamiteux, bérés, intériorisés, à croire que chaque habitant dispose de plusieurs têtes. Dans les vitrines, je regarde une femme qui ressemble à ma maîtresse, majestueuse, belle, tout en peau tendue et tendons. Doit être aussi salope et ignoble qu'elle, à réclamer le cunilingus par son mari et moi. Foutre de bique encapuchonnée de foutre, lécheuse de 4 testicules, sans les fantasmer, sans les salingues de ses rêves de maquerelle. Toujours à minauder, à glousser des marques d'amour, comme du prêt-à-porter de l'escroquerie sentimentale. Tu m'aimes? Je t'aime. Tu ne m'aimes plus? Je t'aime. Pendant ce temps, elle se fait mettre des godemichés dans le rectum, des gros en plastique, comme des pastèques. Son cul éclate, tel un ver lancé contre un mur plein de tags et de graffitis vils. Son cul est ensanglanté. Pas de sodomie aujourd'hui pour toi, je me suis fait défoncer hier soir. Regarde, mon petit trou mignon est tout fissuré. Heureusement, je me suis fait un petit plaisir. Une nouvelle coupe à 100 € chez Lopette et Mèche ou chez Larsouille Oublie l'encoquillé. Alors, ma nouvelle couleur. Ta gueule, radasse! J'en ai rien à braire de tes cheveux. J'aimerais t'étriper tant ton amour est une blague douteuse de vieux proxénètes embastillés pour débauche sur mineurs. Il ne suffit pas que tu disparaisses avec tes nattes, tes rendez-vous chez Émile, épileur de minou depuis 1977. Et le dentiste, dont le nez bascule dans tes iris quand il brandit sa fraise, ses prémolaires abjects et sa résidence secondaire qui pendouille au fond de sa cervelle, dont l'alunissage mime à un bain de pied qui surplombe un pédiluve. Une amante, toi? Tu ne donnes rien, tu ne risques rien. Tu es juste un anus remué par un shaker de couilles, une tartine de chair sur laquelle on est au moins 2 à déposer ses feuilles de foutre au son de la guimbarde des lits qui piaulent. Ta beauté se voile de semences exogènes. Ton esprit sait juste où se trouve le rayon de crèmes hydratantes dont tu inondes ton derrière en y entrant tes ongles effilés pour jouir de toi-même et des hémorroïdes qui cerclent tes muscles sphinctériens tels des anneaux de Saturne faisant passer tes majeurs et Médius pour des astronautes en mission. Ta galaxie est un clitoris. Ton clitoris est une énergie noire, ce qu'on appelait au temps de la guerre froide l'antimatière. Tes trous sont ouverts perpétuellement, pas de fin de semaine, aucun dimanche. On dirait une solderie de laquelle on ressort avec des bibelots d'expression amoureuse, du trafic de passion, élimé aux manches, une crotte au nez et l'air minable. Son sourire est scatologique. Toute sa silhouette est en réalité une planche anatomique du rectum qui double une permanente, une coloration ou des bigoudis lorsqu'elle s'extirpe du coiffeur. Peut-être que ces derniers, vu leur nombre et la récurrence avec laquelle les êtres féminins s'y propulsent, ne sont que des psychologues à peigne pour fente à sécrétion. Les femmes m'ont toujours plu. Je leur ai plu. Cependant, aucune n'est restée avec moi.
J'entends déjà les amphitryon de leurs propres bêtises racler au pourtour de leur sismique niaiserie, entonner le chant de ma vulgarité, de ma conception coprophilique, des rapports amoureux, de mon abjection misérable pourraient expliquer cet échec. À l'aune de leur sel, rachitique comme leurs arbitrages, leur marcher dessus ne porterait pas même bonheur. Le bonheur ne peut s'ébattre dans la mièvrerie. Il est toujours affaire de crânerie, d'impudence et de tout ce qu'on nomme désormais avilissement. Comme dit Stasiuk, la merde ne peut pas être totalement mauvaise, toutes les mouches ne peuvent pas se tromper. Mais nos petites larves contemporaines ne l'entendent pas de cet essuie-main. Ils ne lisent même plus d'un derrière distrait, ils n'ont plus de fondement. Le coiffeur commença à cogner à la devanture car cela faisait une demi-heure que je contemplais le sosie de mon amoureuse qui commençait à s'inquiéter derrière ses mèches blondes. « Merde au merlan !» vociférai-je. La vocifération est le costume de la bonté. Je remontai la rue de Belleville, noirci par cette journée noire, attristé par cette marche sans foi ni but, clamsé de noirceur et d'absence de but, soumis à une malveillance gondolée par mon mépris pour les passions tristes que je soutenais à seule fin de me démolir, de m'altérer, de me délayer dans la soude de mes lacunes. Je ne cessais d'imaginer mon béguin, le troufion démonté, le sourire aux lèvres, renvoyant ses deux béances à une dialectique de papier toilette et de relevage de cuvette. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle avait été séduite, et s'était embaumée de cette séduction qu'elle avait travestie en amour pour mouvoir l'amorosité dans laquelle elle s'évanouissait depuis trop d'années. Les temps avaient eu quelques ondes, puis, de nouveau, s'inoculer le parfum extatique du marécage où l'eau stagnante fascinait comme une aquarelle de salle des fêtes. L'amour n'était pas même un segment de la laisse d'un caniche. Avec elle, l'amour tirait la chasse, sans laisser même de traces de pneus sur les parois. Malgré sa méchanceté involontaire, du moins la supposais-je telle, pour donner quelque crédit à ma subordination, je ne pouvais me passer d'elle. Se passer d'elle signifiait passer, et j'abhorrais l'idée d'être un passant. Subjugué par une croyance quelconque en l'éternité que les couards immortalisent, si j'ose dire, pour se bien persuader qu'ils n'ont pas le choix. Comme je l'entends, l'éternité est toujours une mascarade de la faiblesse, l'aveu que rien ne peut arriver autrement. L'abomination consiste à doubler cette conviction grégaire par le sentiment que les objets sont une part de nous-mêmes, qu'ils sont en somme plus réels même que nos choix éventuels. Tandis que je remonte la rue de Belleville qui, avec la rue de Vaugirard à l'opposé, est l'une de mes artères favorites. Je poursuis en même temps l'image de ma Dulcinée me devançant à quatre pattes avec un fabuleux jouet sexuel dans le postérieur. Dans cette position, il lui est difficile d'éviter toutes les crottes de chien devenues les cailloux du petit poussé bitumeux, si bien que ses paumes de main et ses doigts de pied en sont bientôt plâtrés. Je parle haut et fort. « Tu fais moins la fière !» Les chalands me prennent pour un échappé d'asile sans même conditionner cette hypothèse à la constitution d'un hôpital plus hégémonique dans lequel la notion d'évasion ne revêt plus aucun sens. La camisole a pris la forme d'un cabas. Il se met à pleuvoir, ce qui rend l'univers plus agréable. Cela s'arrête dans le parc de Belleville où j'aime rêvasser en dépit de la présence. Le terme est impropre, mais vous aurez remarqué que presque tous les mots d'une langue signifient l'inverse de ce qu'ils signifient. Le vocabulaire et la grammaire disent toujours moins bien que la langue que personne au fond ne comprend en la parlant. Bref, la présence des clochards, d'adolescents avinés, de femmes avec poussettes, de nourrices sans berceau, de coureurs déguisés en sportifs, de vieux jeux,
d'adultes déjà morts, humant la fantomatique odeur de la non-vie, de clébards se torchant les uns les autres le trou avec leurs truffes, égrenant leur abstraction de boulettes sur les pelouses, les allées, les bancs sous le regard ébloui de débris sans âge qui les ramassent comme des couronnes de laurier, de césars apathiques qui se meuvent comme des couleuvres coupées en rondelles, des duchesses de la cystite qui mamelonnent leur absence de désir, en prétextant les arriérés de gigantisme du sexe de leur mari. Le parc soudoie Paris de ses canons imaginaires, prêts aux déflagrations, aux tumultes et émeutes de ce peuple chaussé de va-nu-pieds qui enrichit les escaliers, les terrasses, le théâtre de verdure et les infects parisiens en contrebas. La banlieue commence à roucouler sur ses hauteurs, nouveaux Prussiens au smoking de survêtement, à la dentition passagère et aux démarches de ploucs incapables de distinguer un porc d'un épi. Ce sont peut-être eux les moins ignobles, avec leur candeur inculte, leur message à déterrer des haches de guerre par des amputés ambidextres, leur insecourable style mécanique, leur robotisation anticipatrice faite de magie primaire, de force et d'une anarchie marquetée. Comme eux, je n'ai jamais aimé l'école. Je suis un des leurs. Ma hargne, ma rancœur, mes ressentiments leur appartiennent autant qu'ils sont miens. Lorsque je regarde une silhouette de prof dans la rue, mes poils se hérissent. Toute cette littérature professorale envahit le monde, et le monde s'enlaidit à mesure que l'injure est rognée par la clique facticement résiliente. À chaque fois que le vocabulaire se saxonise, la hideur se dénude pour montrer un peu plus ses couilles pendantes, rabougries, sèches. Derrière la tolérance de tous contre tous, il n'y a que ces couilles difformes et infécondes. Il ne restera bientôt plus un humain, seulement des adjectifs qualificatifs, trônant comme des hoplites sur les carcasses mutilées des vaincus. Il y a désormais un honneur à être battu, rassasié d'humiliation et du vain enchantement d'être soi, encore vindicatif et polémique. Le pamphlet n'est pas un coup de trick, c'est le chapeau qu'on abaisse devant l'indignation pour l'honorer. Chaque insulte anoblit. Je suis maintenant en âge, suffocant à force de croiser des monstres. Je suis comme la tribu indienne O'odham, se dénommant le peuple, qui définissait les Apaches maudits comme ennemis. Dans Paris, il n'y a plus que l'ennemi. Je fais mien leur cri de guerre. Mon désir était la noire folie de la guerre. Mon désir était le noir vertige de la guerre. Je chevauche littéralement dans les rues remontantes, hennissant comme un enfant lorsqu'il singe le cavalier bagarreur. Les ennemis s'écartent de mon chemin, terrorisés par mes hurlements, mes hennissements et mon imitation maladroite du bruit des sabots. Arrière, dégagez ou je vous fracasse le crâne avec mon gourdin taillé. Arrière, racaille, dégénéré multicarte, face de rat contaminée par l'idée de la souris, hyène aux dents élimées, jaune, carillée invinciblement, admirative de la dangerosité du rat, gâtée par l'idée de la souris. Un képi me regarde quelques secondes avant de me héler. Vous! Vous! Je le contemple une seconde pour découvrir un visage angélique de pustule. Ses mots craquent comme des biscottes sous la botte. Son képi sur la tête, il s'étonne que l'univers ne soit pas un porte-chapeau en couple avec un porte-manteau. Derrière sa philosophie de chapelier se dissimule une féroce envie d'en découdre avec un Indien pur sang, une race d'hommes improbables, vêtus pour le combat, l'arc et le bouclier. Avec moi, le scalp redeviendrait à la mode et les marchands de chapeaux fermeraient boutique. Le policier m'apostrophe de nouveau, fier de découvrir les effets de la répétition sonore sur les conditions dans lesquelles l'espace-temps se matérialise. Ailé lui permet d'échelonner son ânerie. De ma selle, je lui tends un doigt, bien haut, tout en talonnant les flancs de mon Mustang qui se met à pédaler dans la cohorte des chômeurs en fin de droit et des boulistes des hauteurs de Belleville. À cette allure, je suis à quelques pâtés de là, désarçonné. Monsieur Chapeau me met la main dessus, me houspillant en sueur, me demandant si je ne suis pas dérangé, brandissant mon outrage comme une schlag sur un zeg. « Vous êtes fou ? Oui, je suis fou. Circulez alors, je ne suis qu'un agent municipal en formation.
Je suis fou! Képimou! Tofu de flic! J'abandonne mon cheval. Il fait la joie d'un attroupement de romanichels fatigués par le hérisson et les saucisses sous vide. J'ai le choix entre redescendre vers Paris ou musarder dans la proche banlieue. Le banlieusard de Paris reçoit l'ordre du paysan de Paris de rétablir la vérité sur les quartiers de la rive droite. Je prends la rue parallèle de Ménilmontant pour gagner le Marais, puis longer la Seine jusqu'au musée d'art moderne. La gerbe me contamine de nouveau la glotte. Les touristes m'envoient leurs guirlandes photographiques, se prenant sous toutes les coutures, léchés comme des chiots par leur téléphone. De tous les pays, ils sont ignominieux, jaunes, noirs, blancs, cuivrés, la même substance court dans leurs veines, infâme inlassablement, cette rivière les canotte d'égout en dégueuloir d'étrons, de cloaques narcissiques en pestilence proverbiale. Si on les fondait dans un chaudron par dizaines de mille, on aurait bravement dégagé 2 atomes et 1/4 de neurones. Bon Dieu, pourquoi prennent-ils tous la même photo au même endroit avec cette gueule homogène de paraplégique devant un film pornographique? Là, ce n'est plus de la haine que j'éprouve, mais une irrémédiable envie de disparaître et cette envie de crever dans un recoin sa coquine d'une profonde détresse. La détresse est toujours une honte, une manière d'arrangement contre soi. Devant ces clowns à bandoulière, j'ai honte d'appartenir à l'humanité, d'être avec eux. Je collaborerai avec une civilisation extraterrestre pour les anéantir. Complètement exténué, je m'assois à même le sol comme un glavio. J'ai toujours été trop sensible. J'en ai même perdu une partie de ma vie. Lorsque j'étais môme et que je regardais un match de football entre des équipes pas très techniques, qui balançaient de grands ballons en avant sans aucune construction, mon père appelait ça du hurrah football. Je vis dans une hurrah situation avec des hurrahs sentiments et un malaise que certains appréhendent comme une insensibilité, si tant est qu'elle s'apparente à une certitude d'être moins que rien. Assis, la soucoupe invisible aux pieds, je contemple toutes les vagues retombées comme une enclume alourdie d'une bigorne que lesteraient un taureau et un rhinocéros qui deviseraient des perspectives et contours de la plume dans le vol du pollen. C'est ainsi qu'il m'arrive de ne plus rien supporter tellement toutes ces absurdités consenties me paraissent démentes. Je me demande alors pourquoi je ne vois personne, pourquoi je ne parle plus et ne danse plus. À croupeton, je vis entièrement cette situation étrange d'être sur le bas-côté, dans la frontière clandestine, celle dont on sort à peine la tête pour se promener quelques heures sur le bitume parisien. Que fais-je ainsi? Pourquoi suis-je sorti de chez moi? Soudain, il me revient que je suis attendu à l'autre bout de Paris, à Saint-Sulpice, pour un festival de poésie. Comme chaque année, je suis invité au marché de la poésie pour une dédicace. Bien sûr, il est préférable de ne pas être versé dans l'art de se moquer lorsqu'on fréquente de tels lieux, car un doute vous prend irrésistiblement quand vous vous promenez dans les allées. Aurais-je oublié mon déambulateur? Pourquoi n'ai-je pas de piercing? Ai-je le droit de me saisir d'un micro pour ululer ma performance de rappeur blanc de beau quartier? Ou yodeler mon insignifiance sous couvert que chaque être humain est un poète en souffrance? Sous l'angle gérontologique, la poésie pourrait être une greffe réussie de l'Union soviétique, mais ce serait pousser la chaise roulante un peu loin. Et puis, je ne veux pas être cynique, cette forme de compassion avachie sur soi-même, car nous sommes tous, en acte ou en puissance, les bras armés d'une béquille ou d'une canne anglaise. Voyons les bons côtés des choses. D'une part, il vaut mieux écrire de la poésie, même mauvaise, que de tuer en série. D'autre part, même si on est en désaccord avec cette première partie du raisonnement, il serait donc préférable d'être un assassin industriel qu'un versificateur, on y rencontre de vrais écrivains. Enfin, contrairement à la plupart des fêtes foraines, les saucisses et la viande soule ne grillent pas à chaque coin de stand.
Vous me direz, c'est un peu dommage, et que de vrais alcooliques bien ruinés, dansant nus sur les tables et balançant les livres à hu et à dia, avec les knackis ruisselants de l'anus, pourraient dépréfectoraliser l'ambiance, d'autant que dans ce petit monde-là, où les alligators ont l'épaisseur d'un dorifort, le compassé est une sorte de cravate pour qui n'en porte jamais. Bref, fort de ces préjugés, le sourire en coin, prêt à ironiser sur tout ce que je vois, je me souviens être tombé sur des recueils de poèmes à l'improviste. Je regarde les 4e de couverture. Professeur agrégé, docteur en littérature, instituteur, psychanalyste. Zut, me dis-je, on aurait dit la ribambelle des 68 arts, parfumée à l'eau d'anencéphalie. La littérature de professeur est celle que je déteste le plus, toujours nostalgiquement rampante, bienveillante, dans le fond du puits jonché de cadavres qui miment toujours le bêlement d'un oiseau handicapé, trafiquante d'enfance, où le plus mauvais souvenir est celui d'une entorse au bord de la piscine et qui ronronne, mâchonne du char, sans arrêt. Battant froid, mon haut le cœur, j'ouvre les pages de ces torchons intelligents, renvoyant mon amour des préjugés à une antienne sur la Maldonne narcissique. Putain, quelle dyspepsie cette poésie dans laquelle on entre comme sur un parquet la nuit quand on ne veut pas réveiller ses enfants. La berceuse est déjà lointaine. En lisant cela, on est encore plus seul, plus illuminé, plus cadavérique que jamais. Toutes ces petites musiques qui se veulent orchestrales, c'est un peu comme un nez qui coule, en moins délicieux. Les reniflements sont relégués sans approcher le secret de la nuit, car il y a toujours un secret de la nuit, un secret de l'amour, un secret du secret, mais il n'y a jamais de vérité du secret, du duodénum, du manche à balai planté dans le fond de la gorge, de la mistoufle, invraisemblable de ceux qui n'ont pas de secret. Au fond, la poésie est une courbette du nihilisme, celui que Nietzsche distinguait positivement. Il y a quelque chose du « ne pas » dans le songe d'un transsibérien que personne n'a jamais pris. Dans ces interstices de secrets qui slaloment entre les macarons bien chauds, l'on ne sait jamais ce qu'est la poésie. Entre la brosse à dents du matin et la soupe aux poireaux d'avant le pyjama, on possède au moins une vague notion de ce qui pourrait être s'il y avait quelque chose. Il n'y a pas que dans les maisons de retraite que se réfugie la vérité. Tout cela m'emmerde, mais j'ai promis d'y être, comme un lâche que je suis. Je me lève dans un bruissement articulaire et avec une envie de Vésuve éruptif qui transformerait les poètes en statues de sel, avec leurs dents pourries de chevaux, leur gueule déboussolée par l'arrogance de leur jaunissement. D'expérience, tous les poètes sont antiques et puent du groin. Ils sentent la chips humide, on dirait des merdes nageant sur l'océan, juste pour le plaisir de surfer dans l'immense petitesse de leurs ressentiments. De tous les milieux que je fréquente, le monde littéraire est celui qui a le plus de gaz, à croire que ces écrivains ne becquent que du salsifis et de la charogne. Jamais vu autant de sous-vases se prenant pour des cadors de dames pipi en folie, de rebuts de débris dont la diffamation est l'ultime allégorie, de baltringues désossées mimant le bellâtre à queue de cheval, de minus s'autosaisissant en atlas de focaccia huileuse parvenue contre la mie de pain et la mouillette, comme si l'avenir de la boulange en dépendait. Le monde de l'écriture est putride. Un mauvais maquereau à gourmette en or, chemise d'outre-tombe, là où la tombe et l'outre n'existent pas même, a plus d'honneur, de courtoisie, de manière qu'un écrivain, quelle que soit la division dans laquelle il fornique ses soi-disant pensées qui ne sont généralement que des chiasses de soie, des impromptus de chiasses de soie, des reflets d'impromptus de chiasses de soie, des brisures de reflets de chiasses de soie, des riens hypostasiés au rang de soleil. Je rencontre quotidiennement des salariés, des hauts fonctionnaires, des gens du commun, des balayeurs, des méduses hypnotiques. Rien n'est plus dégueu le pif qu'un scribouillard. Il suffit d'en voir un s'avancer vers vous pour savoir que le trottoir d'en face est une bénédiction. La seule preuve de l'existence de Dieu est l'existence du trottoir d'en face grâce auquel on va éviter le dithyrambe sur « Mon dernier livre est le plus réussi » ou « As-tu lu mon dernier manuscrit ?»
Mais bordel de tonnerre de trous du fion lyophilisé, regardez cette silhouette qui se pavane sur les allées, les cheveux gris qui reflètent la couleur des absences de lavage, la carcasse dégingandée qui psalmodie de arthrose et du vin en cubie. Cette bouche ouverte, asphyxiée par ses propres fragrances qui désodorisent une haleine chevaline en forme de campagne publicitaire contre la vengeance des caries. Cet air de minaudé lorsqu'il feuillette un livre comme si l'empreinte de son doigt sur le livre d'autrui versifié. Ces expressions vides, phacochères évidées sur des sangliers empaillés qui végètent dans une taxidermie de sens, une ventriloquie de forme, un souk indigeste de tapis de prière, de prie-dieu et de moulins à péroraison suspendus par les coucougnettes comme pour donner le change à l'abstraction fantomatique de la fadaise. Un écrivain qui s'avance, c'est comme marcher dedans du pied gauche. Et puis, cette vanité... Je n'ai vu cela dans aucun autre milieu. J'en ai connu un qui parlait tellement de lui qu'on ne pouvait qu'avoir des doutes légitimes sur son existence. Il existait si peu qu'il devait s'en assurer à tout moment. Des poils pleins les oreilles et le nez, ses phrases étaient entrelacées de moi, un millefeuille de moi. Cela donnait « Moi, j'aime moi, la soupe moi au poireau, mais moi ». Faut que moi je souffle moi dessus pour que moi et mes dents faisant des puissions moi la déguster. Quand la bois, je la bois et tous mes poils à moi, frétillent de moi à la soupe. Bah c'est pareil, moi et les livres. Mes livres à moi qui sont à moi, que j'écris moi, et dans le mois du mois, des soupes et des dents puantes. Comme il est de gauche, il ajoute. Mais moi, ce qui, moi, me tient en éveil, c'est moi d'être, encore plus moi quand je m'intéresse aux autres que moi, qui ne sont pas moi, se lavent les dents et le derrière. Moi, je vois, moi, les autres, contrairement aux autres que moi, qui ne voient que moi, et pas les autres, dans moi. Tous sciatiques, blattes de blaireaux, fascicules de leur faisaillement, inscrits dans la pierre des fossiles pleurnichards en plus. Atteints de vaginite, ils réinventent à chaque seconde la possibilité du trottoir d'en face. Ce ne sont pas des poètes, mais des urbanistes. Ils pendent comme des tumouches, s'empiffrant de leur scatophage du fumier des vers et de récits sifflotants, une fois collés dans la panique des désastres, qu'ils dévalorisent de leur médiocre capacité à promouvoir la lave, l'accident et l'arrêt cardiaque. Et voici la grande poétesse totalement imbaisable, le rouge à lèvres se débinant sur la joue, le « E » préposal qui valse et rôde sur le tympan avant de revenir s'effondrer sur des nichons en gants de toilette, et les pendouillards des dessous de bras, vaste zone de non-droit érotique et de circumnavigation entre le néant des aisselles et celui des concepts. Elle bavasse. C'est le serpentin des dysenteries, chapardé au fond des colites. La voilà à trembler pour son œuvre, à ergoter sur un vers qui, n'est-ce pas, ne se love que sur les tréfonds du n'est-ce pas, avant de se perdre dans sa caverne où les ours ne la dévoreront même pas, cette vieille peau que la carne a fui, tel un reflux gastrique 100 fois remonté et réprimé dans un hoquet insoutenable. Les bancs sont vides, le cirque est morne, toutefois, elle reprend son élan, saute et franchit le centimètre qui la séparait encore de la totale éviction d'être. Elle surplombe désormais son périmètre infime, volant d'un dé à coudre à une nanoparticule, se drapant d'un silence qu'elle n'autorise qu'aux autres, s'indignant de leur nappage de bruit lorsqu'elle invoque ses rééditions incertaines, la chatte qui bêt, comme un loup gobant une fillette aux règles accomplies. Si la mort n'a pas de cible privilégiée, c'est qu'elle n'est pas bien maligne. Je rêve d'une étiquette des décès. Les écrivains passeraient les premiers. Revenu à moi, je m'aperçois que je suis en retard. Il faut retraverser Paris. Inconscient, je me décide à prendre le métro. Et il y a les gens qui parlent de Paris en station de métro et ceux qui marchent. Je marche. Je ne prends jamais le métro par désintérêt, pas par conviction. Paris est un bled.
L'historien Chaunu, en parlant de la démographie, disait que dès le XIIe siècle, on pouvait voir du haut d'un clocher le clocher suivant. Le monde était donc plein. Paris, c'est la même chose. On passe d'un épicier à un autre, et ainsi on traverse Paris en 2 minutes. Exceptionnellement, je descends les marches du métro pour pénétrer dans la première rame venue. J'ai décidé de ne pas choisir celle qui pourrait me convenir. Cela fait presque 10 ans que je ne suis pas descendu dans ces entrailles qui puent l'urine, le mendiant et la fausse gouaille des banlieusards. D'emblée, je comprends pourquoi je ne prends plus ce transport. Il n'y a pas de silence. Tout bip, vibre, parle, braille, gueule, renifle. On est aux antipodes de l'aristocratie. Ici, c'est le royaume des losers, des perdants et des non-médaillés. Et Dieu qu'ils sont laids! C'est un laboratoire de mutation génétique. Des méduses entrelardées de balanes, des aveuglés qui moquent les durs de la feuille, des pétomanes qui conchient des intempérants chiatiques comme des demi-lunes et des 3/4 de rectum pour qui l'action est un juron. Regardez-les, avec leurs écouteurs qui rythment leurs exiguïtés, furoncles de musiques industrielles, tam-tam démentiels, batteries d'un au-delà des enfers, tout est le silence, tout le combat. C'est une lutte acharnée contre la beauté, l'introspection, le calme. Difformes, cacophoniques, spadassins du néant qu'ils écourtent de leur méchanceté, de leurs tatouages qui les abrutissent, plus nombreux que leurs neurones allégés par le téléguidage de leurs âneries, la mocheté de leurs séjours insulaires, la disette de leurs réflexions. Ils sont acharnés à tout détruire, leurs sourires sont des coutelas, leurs manières des provocations à la haine, ce sont des paix sur pattes, des morceaux d'anguilles découpés et rafistolés anarchiquement, rebutant, même leur mutisme avare interpelle sauvagement. Ils apparient les castagnettes, le triangle et la contrebasse dans une folle course vers la basse cour. Ils ressemblent à des latrines bouchées qui dégueulent dans le lavabo putride. Quand ils parlent, c'est le bruit de la balayette sur la céramique noircie, la langue noire. Ils sont tellement altérés que les stations miment les crocs de la boucherie. Viande suspendue, blanche de larves, qui embrasse d'autres steaks hideux, en attente du hachoir qui fabriquera d'autres bidoches qu'ils nommeront leurs enfants. Ces tas de filaments exténués de ressemblance sortent d'accroches pour nature morte peinte par un tétraplégique. Encore 4 stations. Je sue, tel un porc paniqué au milieu des coléoptères. Un type se met à mes côtés, baladeur à fond. On dirait une binette. J'ai envie de pleurer. Quelle sente de déshumanisation! C'est la situation la plus humiliante de mon existence. Le quarantenaire remue la tête au son des basses. Ses 2 neurones s'entrechoquent pour accompagner l'orchestre comme 2 cymbales percluses. Ses bras, son cou sont tatoués qui paraissent plus vivants que l'organisme sur lequel il végète. Sa nana vient le rejoindre, également coloriée, casque sur les oreilles, elle écoute la même chiasse en se dandinant très légèrement, tellement maquillée qu'elle ripolline d'aise. Elle a de faux cils et de faux ongles. Je jette un œil sur le sous-eau et je m'aperçois que toutes les femmes sont maquillées à outrance et tatouées. Ce n'est pas un transport public, c'est une bétaillère et une maison close où le boudinement tiendrait lieu d'enseigne. Et voilà le clochard qui passe, puant comme la gamelle avariée d'un régiment décimé. C'est pour rester propre, aboie-t-il mensonger. Il est tellement dégueulasse, urineux, poisseux, cossard, gerbant, que lui filer une pièce en frôlant sa pogne serait une rémanence du typhus qu'épaulerait la peste. Et puis, ce regard craspec, mielleux et larmoyant vous donne envie de le cogner, même si la peur de toucher ce sac de carcasse de crevettes vous réfrène. Le suivant est un romanichel avec un enfant dans les bras. C'est une réclame pour créer des services d'aide sociale à l'enfance dans toute la galaxie et faire de l'autorité parentale un interdit pénal.
Le gamin a déjà des mimiques de mendigo, les ongles endeuillés et la dent branlante. Le couple à charivari et tatouage jette 1 euro dans le gobelet et reprend la balançoire musicale sans maudire plus vite que jamais, déjà morts dans l'extinction de la mort, rêvassant à leur prochain voyage ou au canapé en cuir qu'ils souilleront de leurs orgies complaisantes avec le pèse-bébé en ligne de mire pour que la lignée débile se perpétue jusqu'à désespérer le dernier être sensible. L'odeur de sueur affole les compteurs. Le vacarme ne respecte plus rien. Des jeunes en survêtement écoutent sans vergogne du rap. Les zombies ne bronchent pas, affalés sur leur propre front sonore, avalant leurs cravates de chieurs cravatées, la glotte penchée sur leur smartphone unicéphale pour regarder s'ils sont aimés par d'autres pince-oreilles sans pattes. J'ai mené de godinette en plus cet été. Ou je l'imagine. C'est la fête à la sandalette, au vagin à l'odeur d'ébène et aux aisettes à fondaine, le tout balisant le dessous de bras. L'été, c'est la mort de l'humanité. Quel plaisir de savoir que le changement climatique va nous faire crever carogne. Ils en voulaient du soleil, du string, de la fleurette, qu'ils en crèvent bien baisés bronzés avec leur visage d'écho de Barneck. La vision d'un métro estival valide les stratégies des bandes exterminatrices de tous les pays du monde. Le bruit d'une sandalette est plus atroce que toutes les catastrophes nucléaires, avec l'odeur des saucisses au loin, brouillée par l'onde de choc des barbecues et des culs flasques. La chaleur et le bruit, les 2 mamelles d'une civilisation de moujiks que des ploucs ne pourraient démentir. À ce moment précis, la rame ressemblait à une clairière dans une forêt des Landes où seraient venus déféquer des motards en plein cagnard. Dans cette rame, j'ai emmagasiné des envies de vomir pour le reste de ma vie. N'en pouvant plus, je descends à la prochaine station et remonte à la surface à quelques centaines de mètres de ma destination sans attrait. Même dans les beaux quartiers, les rues évincent les immondices pour glorifier les détritus. Les clochards multipliés, rappelant la parabole boulangère du Christ qui ne doit pas être mécontent d'être incarné par tant de bouts de steaks affalés, accroupis, gueulards, soifards, souillés. Tous objectifs dans l'abjection avec cette sensation anesthésiante qu'une gigantesque litière de chat vient d'être déversée sur Paris. Je n'ai plus envie d'aller nulle part. J'aimerais crever dans un coin, me dessécher lentement dans l'étang boueux des ruelles. Mes poings cognent les gouttières qui teintent affreusement dans une fausse antonymie de la défense de l'infini, mais qui a trait pour trait le visage sans sève d'un castrat dans un sketch sur les Kamasutras futurs. À mon tour, je m'accroupis, exsangue, lucide comme un ivrogne, méchant comme un abstème. Jus que je veux crever et clamser en valsant avec tous les verbes relatifs à la destruction, en soupaisement du trépas confit dans la gélatine la plus funèbre. Plus jamais je ne veux effleurer le point de rosée au point du jour entre les allées du cimetière, avec ces pierres tombales d'un kitsch qui ressemblent aux existences humaines pour qui la poire à lavement miniaturise le diamant. Perdurer, schlingue. Mourir, en peste. Je suis devenu l'intermédiaire entre la détestation et la mélancolie, le souffre-douleur de moi-même, consterné et complaisant, sans retenue vis-à-vis de mon insensibilité, tellement délicat que j'en ai endommagé le goût de vivre. J'étais désormais versé dans l'art de faire faux bond à tout ce que je fus, jusqu'à mes incongruités. Larvaire, trop larvaire, sur larvaire, je prends la décision de prendre la route vers la Bretagne, là où l'espoir est un douteux succédané de l'aérophagie ou une forme de brigandage que je croyais susceptible de m'abolir définitivement.